Le soleil s'élevait lentement au-dessus des collines jumelles de Boyando, répandant sa lumière dorée sur les toits de chaume et les arbres centenaires. Ce village africain, niché au creux d'une vallée fertile, semblait hors du temps. Là, les matins commençaient au rythme des chants d'oiseaux, des mortiers qui battaient le mille et des salutations lentes, pleines de sens, comme des prières. À Boyando, les anciens disaient « Tout ce qui respire a une voix, même les choses qui ne parlent pas. » Les pierres avaient leur mémoire, les arbres leurs secrets, et les tambours étaient les plus sages de tous. Ils disaient ce que les hommes n'osaient pas avouer. Ils portaient les douleurs, les joies, les ancêtres, et parfois même les prophéties. Au centre du village, au fond d'une case de boue et de mystère, dormait le tambour du silence. Aucun enfant ne l'avait entendu. Aucune fête ne l'avait réveillé. Seuls les anciens savaient ce qu'il pouvait faire. Certains murmuraient qu'il était né d'un arbre tombé pendant une éclipse, façonné par un enfant muet guidé par un esprit du fleuve. D'autres disaient que le tambour battait quand le destin du village se tordait. Depuis 20 ans, il était muet, et personne n'osait le déranger. Celui qui veillait sur lui s'appelait Kéléfa, le doyen des anciens. Il avait vu naître 3 générations et survivre à 2 famines. Sa peau était parcheminée de rides, ses yeux voilés d'une sagesse douloureuse. Il parlait peu, et toujours en proverbe, comme les grands arbres parlent au vent. Dans son silence à lui, il y avait un poids, un secret, quelque chose qu'il avait enterré avec le temps, mais que les esprits, eux, n'avaient pas oublié. Non loin de la case sacrée, vivait Amina, une adolescente à part. Elle avait grandi dans la cour poussiéreuse de sa tante, Mbarka, une veuve stricte, obsédée par les convenances et les rituels. Amina était née sans père, et sa mère était morte en couche lors d'une nuit où la lune s'était cachée. Dès son enfance, on l'avait appelée étrange. Pas seulement à cause de ses yeux, d'un gris perçant, peu commun dans le village, mais aussi à cause de son silence, de sa manie à parler aux feuilles, aux insectes, à l'eau. Souvent, on la trouvait au bord du fleuve Kuni, les pieds plongés dans le courant, murmurant des mots que seuls les poissons semblaient comprendre. Les autres enfants la fuyaient. Les adultes l'observaient avec gêne. Mais elle n'avait jamais eu peur de ce qu'elle ressentait. Elle savait, sans comprendre, qu'elle portait quelque chose qui dormait en elle, comme une graine en attente de pluie. Puis un jour, la pluie tomba. Mais ce n'était pas une bénédiction. Elle arriva sans avertir, un matin doux. Le ciel se couvrit d'un voile noir. Le vent tomba, et une averse étrange abattit sur Boyando. Pas une pluie rafraîchissante, non. Elle était lourde, visqueuse, comme de l'huile. Quand elle touchait la peau, elle laissait une odeur métallique. Les feuilles se recroquevillaient, les chèvres beuglaient sans raison, et les enfants se mettaient à pleurer dans leur sommeil. Au bout de 3 jours, les premiers signes apparurent. Les milles fanèrent, les manguiers perdirent leurs fruits, les bébés cessèrent de rire, puis les anciens firent des cauchemars. Et dans le village, un mot commença à circuler en secret. Malédiction. On organisa des offrandes, on sacrifia des poulets, on fit venir des griots de villages voisins. Rien n'y fit. La pluie continuait, goutte à goutte, comme si elle comptait le temps d'une punition. Alors on alla voir Mambé, le devin aveugle. Il vivait en marre du village, dans une case sans porte. On disait que ses rêves étaient plus vrais que le jour et que ses paroles venaient d'un monde que les autres ne voyaient pas. Lorsqu'il entendit les pas des anciens approcher, il dit simplement « Le tambour est en colère. Il garde un secret. Il faut le réveiller. Mais ce n'est pas un homme qui le fera. C'est un nom oublié. » Depuis la prophétie de Mambé, l'agitation s'empara de Boyando. Les anciens convoquèrent des réunions secrètes. Certains parlaient de faire sortir le tambour, d'autres de sceller la case à jamais. Mais tous sentaient que quelque chose, ou quelqu'un, allait bientôt briser le fil tendu entre le passé et le présent. Amina, elle, ne dormait plus. Chaque nuit, elle rêvait d'une femme. Une femme au visage flou, debout dans les eaux sombres du fleuve Kuni. Elle tendait les bras vers elle, l'appelait par un nom étrange, Yandema. Mais au matin, ce nom s'évaporait. Un soir, alors que la pluie noire avait cessé subitement, Amina sortit de la case sans bruit. Une force douce, mais insistante, la poussait vers le centre du village. Elle marcha, les pieds nus sur la terre humide, jusqu'à la case sacrée. Là, les perles suspendues frémirent comme si elle la reconnaissait. Amina entra. La pièce était sombre, sauf pour une lampe à huile qui vacillait faiblement. Et au centre trônait le tambour du silence, plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le bois noir semblait vivant. Des symboles oubliés serpentaient sur ses flancs. Elle s'agenouilla, tendit la main, toucha doucement la peau tendue.
Un battement résonna, faible mais clair, puis un deuxième. Le tambour s'éveillait, et avec lui, les voix que le village avait enterrées. Le matin suivant, tout Boyando était en ébullition. Les poules recommencèrent à pondre. Le lait redevint blanc, et les enfants rêvaient à nouveau. Le tambour avait parlé. Cela ne faisait aucun doute. Les anciens convoquèrent une assemblée générale. Tous les habitants, jeunes et vieux, se rassemblèrent sous le grand fromager. Kéléfa, le visage plus pâle qu'à l'accoutumée, se leva lentement. Il regarda Amina, puis ferma les yeux un instant. Quand il parla, sa voix tremblait. Ce tambour n'a pas été fait pour battre à la fête. Il a été créé pour garder une mémoire. Et cette mémoire, nous l'avons trahie. Un murmure parcourut la foule. Il y a 20 ans, une femme fut injustement accusée de sorcellerie. Elle s'appelait Yandé. Elle soignait, priait, écoutait les rêves. Mais lorsqu'un enfant tomba malade, on eut besoin d'un bouc émissaire. Les anciens, moi y compris, avons cédé à la peur. Des regards se baissèrent. Les plus vieux se figèrent. Yandé était enceinte. Elle a supplié, crié, mais nous avons refusé d'écouter. On l'a jetée dans le fleuve, et puis on a effacé son nom, ses objets, ses souvenirs, jusqu'à son existence. Le tambour s'est tué à ce moment-là, car ce tambour, elle seule savait l'écouter. Le silence qui suivit fut plus bruyant qu'un orage, et Amina comprit ce que ses rêves murmuraient, ce que la pluie noire annonçait, ce que le tambour lui avait confié. Tout convergeait vers cette vérité. Elle était la fille de Yandé. Ce soir-là, Amina ne rentra pas chez elle. Elle resta sous le ciel noir, à genoux dans la terre trompée. Elle ne pleura pas, elle ne parla pas, elle écouta, et dans le vent, elle entendit à nouveau la voix, plus claire, plus sûre. Yandéma, son vrai nom, son héritage, au petit M. Amina prit le collier, le passa autour de son cou. À l'instant même, le tambour, toujours dans sa case, émit un long battement, profond, vibrant, comme un cœur qu'on venait de ranimer. Une lune pâle baignait le village de sa lumière laiteuse. Les habitants de Boyando, vêtus de leurs plus beaux tissus, s'étaient rassemblés autour de la grande clairière sacrée. C'était la première fois depuis des générations qu'un rituel de réparation était organisé. Au centre, le tambour du silence reposait sur une natte tressée, entourée de torches crépitantes. Les perles de la case sacrée avaient été symboliquement retirées pour ouvrir le lien entre les mondes. Le silence était total, comme suspendu. Mambé, le devin aveugle, s'avança, les yeux levés vers le ciel. Ce soir, nous n'invoquons pas un dieu. Nous appelons la mémoire, celle qu'on a trahie, celle qui pleure encore dans les racines du village. Puis il fit signe à Amina, ou plutôt Yandéma, de s'approcher. Elle portait un pagne blanc noué à la taille, un foulard noué autour des bras et le collier brisé autour du cou. À chacun de ses pas, le vent soufflait doucement, comme s'il lui ouvrait le chemin. Elle s'agenouilla devant le tambour, posa les mains sur sa peau, et elle chanta, pas un chant appris, un chant venu d'ailleurs. Les paroles coulaient d'elle comme l'eau d'une source oubliée. Le tambour résonnait avec elle, vibrant à l'unisson. Puis soudain, le feu des torches vacilla. Une brume se leva de la terre, tournoya autour d'eux, et lentement, une silhouette apparut, haute, majestueuse, drapée de blanc. Yandé. Personne ne parla, personne ne cria. Le silence était sacré. La femme se tenait là, à la fois présente et intangible, les traits empreints de douceur et de peine. Ses yeux cherchaient, trouvaient ceux de sa fille. Un instant, le temps sembla s'arrêter. Yandéma tendit les bras, mais Yandé fit un geste lent, apaisant. Elle s'approcha, posa une main de lumière sur son épaule, puis leva l'autre vers le ciel. Un souffle chaud traversa la clairière, et la pluie noire cessa. Yandé recula, son image se dissolvant dans la lumière du feu. Mais avant de disparaître, une larme roula sur sa joue, une larme qui tomba au sol et fit germer une fleur. Une seule, rouge. Dès le lendemain, la transformation fut visible. Les anciens ouvrirent les archives interdites. On parla à nouveau de Yandé, on raconta son histoire aux enfants. Les femmes guérisseuses reprirent leur place. Les filles furent admises dans les cercles spirituels. Kéléfa, affaiblie mais apaisée, remit officiellement à Yandéma le titre de gardienne de l'écho, celle qui veille sur les vérités qu'on ne veut pas entendre. Elle ne chercha ni pouvoir, ni vengeance. Elle marcha de case en champ, écoutant les rêves des enfants, recueillant les silences des anciens. Le tambour, à présent, battait parfois seul, au rythme du vent et des âmes réconciliées. Ce que l'on cache ne meurt pas, répétait-elle souvent.
Ce que l'on nomme peut guérir. Des saisons passèrent. Les graines jetées par la réconciliation germaient lentement dans les cœurs. Le nom de Yandé fut gravé sur une pierre au pied du fromager sacré, entouré de fleurs rouges, les mêmes qui étaient nées du sol le soir de l'apparition. Yandéma était devenue une femme. Son regard avait changé. Il n'était plus seulement profond, il était habité. Le village venait la consulter dans les nuits de doute, dans les douleurs inexpliquées, dans les silences trop lourds. Elle écoutait, posait les mains sur les tambours, fermait les yeux, et souvent, elle murmurait des vérités que personne n'avait osé dire. Un soir de saison sèche, alors que les étoiles dansaient doucement au-dessus de Boyando, un petit garçon, curieux comme tous les enfants, s'approcha d'elle. Yandéma, demanda-t-il, pourquoi on l'appelle le tambour du silence s'il fait autant de bruit. Elle sourit, s'accroupit à sa hauteur et répondit, parce que ce n'est pas un bruit qu'il fait. C'est une mémoire, et parfois, la mémoire parle plus fort que les mots. Le garçon haussa les épaules, l'air pensif. Mais le silence, c'est pas quand il n'y a rien. Elle leva les yeux vers la lune, puis regarda l'enfant. Le vrai silence, petit, c'est quand tout le monde sait, mais que personne ne dit. C'est là que naissent les blessures. Et ce tambour, lui, les fait parler. Le garçon ne répondit pas. Il regardait le tambour, fasciné. Yandéma se releva, posa la main sur la tête de l'enfant. Toi aussi, un jour, tu écouteras le silence. Et derrière elle, dans l'obscurité paisible du soir, le tambour vibra doucement, comme un cœur endormi rêvant d'un monde apaisé. Morale de l'histoire. Un peuple qui efface sa mémoire enterre sa vérité. Les silences qu'on impose deviennent des ombres qui empoisonnent les générations. Mais ce qui est nommé peut guérir. Et parfois, ce sont les voix qu'on méprise, les enfants, les femmes, les rêveurs qui portent les clés du pardon. Car même les tambours se taisent quand on refuse d'entendre. Et parfois, il faut qu'une âme oubliée parle à travers un enfant pour que tout un village apprenne enfin à écouter.